Leur confrontation durant le deuxième conflit mondial, celle de deux totalitarismes, nazis et communistes, s'est soldée en Europe par une guerre d'une violence sans précédent. Pourtant, Staline et Hitler avaient, comme l'explique Michael Prazan dans son nouveau documentaire, bien plus en commun que ce qui est communément accepté. Au-delà du pacte scellé par les deux hommes en août 1939, une fascination mutuelle, marquée par le respect, s'était imposée chez ces deux dictateurs qui se scrutaient l'un l'autre. Hitler-Staline, le choc des tyrans, est diffusé le lundi 9 mai sur France 3, et pour en parler, son réalisateur, Michael Prazan. Michael Prazan, bonjour. Bonjour. Est-ce que Staline regarde l'irruption d'Hitler comme un ennemi potentiel, ou alors, comme l'affirme souvent la Vulgate, ou alors, au contraire, il se dit, tiens, il s'agit peut-être d'un futur allié potentiel, un ami dictateur qui s'installe en Occident? Alors non seulement il le voit comme un futur allié potentiel contre des pouvoirs démocratiques, la France et l'Angleterre, qu'il exècre et qu'il craint, donc il imagine avant même son élection une alliance possible, un front commun entre Hitler et lui contre les démocraties occidentales. Et pour cela, il va aider Hitler à prendre le pouvoir. Dès 1932, Maria Ries, qui est une députée communiste à Berlin, dit les choses ouvertement. Elle dit, voilà, et c'est exactement aussi ce que pense et dira aussi Staline auprès de ses proches, c'est que de toute façon, c'est gagnant-gagnant. Soit Hitler arrive au pouvoir, on peut s'allier avec lui, et les choses sont faites, on évitera la guerre et on aura un partenaire. Soit l'alliance n'est pas possible, à ce moment-là, le peuple allemand fera la révolution, se retournera contre Hitler et ce sera le communisme qui régnera en Allemagne. Donc voilà la stratégie à l'œuvre, la stratégie politique. Et pour cela, eh bien, Staline va interdire au Parti communiste allemand de s'allier avec les sociodémocrates, qui était la seule possibilité pour les démocrates et pour la gauche, en fait, de gagner les élections contre Hitler. Et en interdisant cette alliance, eh bien évidemment, il déroule le tapis rouge à la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Donc il sait très bien ce qu'il fait, et à partir de là, dès son élection, dès 1933, Staline n'aura de cesse d'envoyer des émissaires, essayer d'entrer en contact avec Hitler pour l'amener à la table des négociations. Il va envoyer Karl Radek, Kandelaki et quelques autres, et à chaque fois, il fera chou blanc, notamment en allant voir le ministre de l'économie du Reich, Hjalmar Schacht. Mais évidemment, Hitler, à ce moment-là, n'a aucune envie de parler à Staline, qu'il méprise profondément. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une admiration et un respect mutuel. Oui, mais de manière décalée. En fait, Staline reconnaît en Hitler une espèce de complice, quelqu'un qui est à sa mesure, et il pense que, vu l'admiration qu'il lui porte, la manière dont il est arrivé au pouvoir, la manière dont il a supprimé toute opposition en Allemagne, eh bien c'est quelqu'un qui semble à sa mesure et avec lequel on peut s'entendre. Et c'est vrai que Staline a une forme d'admiration immédiate pour Hitler, ce qui n'est absolument pas réciproque. Hitler va commencer à avoir de l'admiration pour Staline à la fin de la guerre, c'est-à-dire à partir de 1943 surtout, où là, évidemment, il regarde ce paysan, ce moudjik qu'il méprisait de manière complètement différente, et il va même déclarer à plusieurs reprises qu'il considère Staline comme l'un des plus grands hommes du siècle, comme le génie du peuple asiatique, je cite entre guillemets. Donc voilà, au fond, il y a effectivement cette complicité feinte par Hitler au moment du pacte germano-soviétique, très sincère de la part de Staline, et les choses s'inversent dans le tournant de la guerre. Durant les années 1930, en fait, Staline est attiré par Hitler, mais Hitler, lui, est moyennement attiré par Staline et ne lui rend pas la monnaie de sa pièce. Voilà, Hitler se dérobe aux appels du pied amoureux de Staline, voilà, jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique, où là, effectivement, en 1938, eh bien, Hitler, sommé ou plutôt intéressé par la proposition de Ribbentrop, Hitler pense qu'on peut s'entendre, en tout cas dans le cas de la Pologne, du dépeçage de la Pologne, et qu'on peut faire un bon deal. Alors, avant d'arriver là aussi, quand même, on voyait que durant ces années 1930,
on va dire que c'est une amitié non seulement contrainte, mais qui a quand même des hauts et des bas, et pas mal de bas. Au moment de Munich, donc du dépeçage de la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique est quand même très concernée par ce qui se passe et aurait pu s'asseoir à la table des négociations et éviter une telle forfaiture. Donc il y a quand même des moments où ces deux dictateurs ne sont pas synchrones, loin s'en faut. Staline est surtout extrêmement vexé de ne pas avoir été invité à la table des négociations. Et donc il va en vouloir bien davantage aux Occidentaux, à la France et à la Grande-Bretagne en l'occurrence, qu'à Hitler. Ça n'interfère pas véritablement dans sa volonté d'entrer en contact et de passer une alliance avec Hitler. Alors, également, un point important quand même durant cette décennie 1930, c'est que bien évidemment, c'est une décennie du côté allemand où s'affirme un antisémitisme exacerbé avec des lois anti-juives qui deviennent sans cesse plus restrictives et meurtrières, alors que Staline, lui, officiellement, je veux dire, offre l'émancipation à ces juifs. Comment est-ce que, du côté d'Hitler, c'est simple, donc là, ça n'appelle pas vraiment de question, mais du côté de Staline, comment est-ce que Staline perçoit cet antisémitisme échevelé d'Hitler? Il faut croire qu'au début, il quand même le perçoit pas vraiment, parce qu'en envoyant Kandelaki et Radek essayer d'entrer en contact avec Hitler, sachant que tous les deux sont juifs, il y a un petit péché de naïveté en l'occurrence. D'ailleurs, il va lire très tard Mein Kampf, trop tard d'une certaine manière, très peu de temps finalement avant Munich. Donc il est peut-être finalement assez mal informé sur cette dimension d'antisémitisme pathologique qui va régner à la tête de l'Allemagne à partir du moment où Hitler prend le pouvoir. À partir du moment où il comprend quand même assez rapidement qu'il y a un problème d'antisémitisme chez Hitler, eh bien il va faire le dos rond. Il va demander par exemple aux rédacteurs juifs de la Pravda de prendre des noms russes pour ne pas exciter Hitler, je cite, et faire toutes sortes de démarches pour évacuer un certain nombre de juifs de son entourage et ainsi donner des gages d'une certaine manière à Hitler. Et il fait ça à partir de quand? À partir de quelle date il commence à faire entre guillemets, cette épuration? Assez rapidement, à partir des années 34-36, il prend conscience et il va tout faire pour justement amadouer Hitler, et notamment en le brossant dans le sens du poil de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, dans les premières grandes purges qui vont démarrer autour de l'année 1937-1938, en Union soviétique, les premières victimes, et ça réjouit Hitler, qui est d'une certaine manière rassuré. Il n'y a quasiment que des juifs, parce que, bon, évidemment, il y avait quand même beaucoup de juifs jusqu'à ce moment-là dans l'appareil d'État soviétique. Donc les premières purges, avant celles des généraux, vont cibler des juifs, et Radek d'ailleurs fera partie de ces condamnés, et puis qui seront ensuite exécutés. Et tout ça rassure et réjouit Hitler d'une certaine manière. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue pragmatique, de réel politique, celle envisagée par Staline, c'était pas si mal joué. Je le dis avec évidemment un cynisme absolu. Pour plaire au Führer, Staline limoge brutalement Litvinov, son commissaire aux affaires étrangères, parce qu'il est partisan d'un accord avec la France et l'Angleterre, et aussi parce qu'il est juif. Molotov est nommé à sa place. Staline lui conseille d'emblée d'aller plus loin. Tu dois débarrasser ton commissariat de tous ces juifs. Nettoie-moi cette synagogue. D'un strict point de vue humain, ou du moins de la manière dont Staline peut percevoir l'individu Hitler, qu'est-ce qui justement fascine tant le maître du Kremlin? Ce sont deux individus, deux personnalités qui n'ont foi qu'en la force et la violence. Donc c'est ça qui impressionne l'un comme l'autre. La purge dite de la nuit des longs couteaux va véritablement impressionner Staline, et en même temps Hitler est impressionné aussi par son aventurisme colonial qui consiste donc à coloniser des territoires aux confins de l'Union soviétique qui sont absolument invivables,
Et pour ce faire, Staline va les coloniser en embastillant 800 000 personnes qu'il va envoyer comme esclaves pour essayer évidemment d'exploiter les richesses de ces territoires. Et Hitler est assez fasciné par ça, c'est-à-dire, il dit d'ailleurs ouvertement, moi si j'avais une Sibérie à ma disposition, je n'aurais pas besoin de camps de concentration. Donc il y a une espèce comme ça de fascination mutuelle sur la capacité de violence, de cruauté que tous deux finalement admirent et affectionnent. Alors, nous en arrivons au fameux pacte germano-soviétique, 23 août 1939. Le cliché ou le poncif qui court sur ce pacte, c'est qu'il serait contre nature. On va dire d'une certaine façon, Staline a été contraint par la France et la Grande-Bretagne en tête à s'allier avec l'Allemagne, puisqu'en fait personne ne voulait de lui. Personne ne voulait des bolcheviks, donc en fait le pauvre Staline en fait n'avait plus que l'option allemande et nazie. Clairement, votre documentaire montre que ce n'est pas du tout le cas, que c'est un mariage en fait souhaité depuis de longues années. Oui, bien sûr, ils ont tous les deux besoin d'avoir, disons, un territoire à partager. Ce territoire est la Pologne et de manière un peu moins importante les Pays-Baltes pour Staline. Donc il y a un accord aussi, comment dire, de circonstances et qui convient à l'un comme à l'autre. Donc au début, c'est un mariage de raison, si on peut dire. Et puis ce mariage de raison va déboucher sur une forme de lune de miel, où on va s'envoyer des mots doux, où on va faire des déclarations, surtout Staline, qui sont très favorables à Hitler. Par exemple, il va faire un discours juste avant la rencontre pour signer avec Ribbentrop le pacte germano-soviétique, où il déclare que Hitler est un homme de paix et que ceux qui veulent entraîner le monde et l'Europe dans la guerre, ce sont les Britanniques et les Français. Donc c'est aussi une manière de l'exonérer de toute responsabilité. Donc ça, ce sont des appels du pied extrêmement clairs que va entendre d'ailleurs Ribbentrop, et c'est suite à ce discours qu'il va alerter Hitler en disant voilà, il y a quand même peut-être une carte à jouer, si on veut obtenir la Pologne, eh ben, une alliance semble possible avec Staline. Et puis ensuite, une fois le pacte signé, on va s'envoyer des mots doux, se souhaiter joyeux anniversaire à l'un comme à l'autre dans les pages du journal Izvestia notamment. Donc il y a comme ça, et je pense que de ce point de vue-là, Hitler ne l'est pas, évidemment, mais Staline est sincère. Il croit véritablement en une paix durable, en une amitié franche entre les deux dictatures. Et en fait, là aussi, autre idée reçue, Staline ne soupçonne pas une seconde, il ne veut rien entendre à ce sujet, que en réalité, Hitler prépare l'invasion de l'URSS, même s'il l'a lu dans Mein Kampf, mais enfin, il n'y croit pas. Ses services secrets aussi, d'ailleurs, je veux dire, ses services secrets l'avertissent quand même d'une Il va avoir un nombre d'alertes invraisemblables qui lui disent que, attention, en réalité, il y a ce plan d'invasion, on lui fournit la directive écrite et signée de la main d'Hitler qui prévoit, au mois de mai, parce qu'il y a eu un peu de retard, l'invasion de l'URSS, mais il ne veut toujours pas y croire. Churchill l'avertit et il pense que c'est une manipulation, en réalité, de l'Angleterre qui veut éloigner l'Allemagne de la Grande-Bretagne. Donc il ne veut jamais croire à tous les renseignements qu'on lui fournit, y compris ses propres services de renseignement qui sont plutôt bien informés. Alors justement, sur les années de guerre, sur lesquelles bon, on sait ce qui s'est passé, enfin je veux dire, c'est pas peine d'y revenir, il y a un point sur lequel j'aimerais tout particulièrement vous interroger, c'est que lorsque l'Union soviétique et donc l'Allemagne deviennent ennemis fratricides, donc entraînés dans une guerre de toute façon qui est peut-être le conflit le plus violent de l'histoire. Enfin, Stalingrad véritablement atteint des sommets de violence. Mais d'un côté, bon, Hitler extermine ses juifs, extermine tous les juifs du continent européen, même s'il avait pu au-delà, mais du côté de Staline, ce qui est très intéressant, c'est que lui, Staline, met ses juifs à contribution dans l'effort de guerre. Alors, comment s'y prend-il? Parce qu'il y a un enjeu important pour Staline, puisqu'il a été pris quand même par surprise, il n'est pas plus préparé que ça pour ce conflit, et il a donc besoin d'argent.
il a besoin d'argent et il a surtout besoin qu'on lui fournisse de l'argent et donc que ce soit les alliés, et en premier lieu les Américains, qui l'aident à financer sa guerre parce qu'il est incapable de la financer tout seul. Et donc pour cela, il doit absolument faire oublier auprès d'eux le pacte germano-soviétique. Il faut revenir en grâce auprès de ceux qui vont devenir ses alliés. Et donc pour cela, évidemment, le génocide des Juifs est une opportunité à saisir. C'est-à-dire qu'à partir de, voilà, immédiatement après Barbarossa, l'invasion allemande, on commence à savoir ce qui se passe dans les territoires traversés et occupés par l'Allemagne, c'est-à-dire les exécutions de masse effrénées qui ciblent les Juifs et qui déciment en très peu de temps, hein, en un an, la population des territoires conquis en URSS, par l'Allemagne nazie. Donc tout ça remonte jusqu'à la population juive du RSS, où il y a des personnalités artistiques ou autres qui sont très connues, très puissantes, qui vont commencer à protester auprès du Kremlin en disant « attention, il faut faire quelque chose ». Le poète Peretz Markish monte au créneau pour s'adresser en yiddish aux Juifs du monde entier. In jedem Fall, was in der Senche berufen der Geschichte sein, ist es Soldaten in der ewigen Krieg mit dem Faschismus. Soldaten in einem weiten Ziel. Tut alles, was es nur möglich, auf an blutigendem Zäune von der Menschheit und von dem jüdischen Volk. Et pour Staline, c'est une opportunité. Donc il va laisser se créer le CAJ, le comité antifasciste juif, que tout le monde connaît, avec Ehrenburg, Eisenstein, enfin bon, les sommités du monde intellectuel juif en URSS. Et il va évidemment chapeauter pour tout ça par... il va faire chapeauter tout ça par Molotov et Beria, hein, histoire quand même de contrôler un peu ce qui se passe. Et puis ensuite, il va envoyer Michoels, qui est donc le président du CAJ. Quel comédien, Salom Michoels. Le directeur voilà, du théâtre yiddish de Moscou. Il va l'envoyer au Mexique, aux États-Unis, pour évidemment faire savoir ce qui se passe et en même temps récolter des fonds auprès des communautés juives et notamment américaines. Il va récolter 11 millions de dollars, enfin, c'est pas négligeable, mais c'est pas encore l'objectif que de pouvoir, comment dire, que de pouvoir utiliser cet argent qui est certes pas négligeable mais loin d'être suffisant. Le bénéfice politique, c'est vraiment de revenir en grâce auprès surtout des Américains, des Canadiens, qui vont ensuite, grâce à ça, quand même, se lancer dans le Lend-Lease, c'est-à-dire le prêt-bail, c'est-à-dire des fonds mirifiques accordés à l'URSS, mais aussi de l'armement, et c'est grâce à ça, quand même, qu'il va pouvoir ensuite faire front et puis inverser le cours du conflit, et en bout de course, gagner la guerre. Donc là où il fallait cacher ces Juifs, et parfois les assassiner, change. il fallait désormais les mettre en avant et surtout leur dire « vous êtes bien juifs ». Il y a un cynisme et un opportunisme de Staline sur cette question qui d'ailleurs immédiatement après la guerre se retourne complètement parce que tous les membres du CAJ vont être soit arrêtés soit exécutés, à commencer par Michoels qui est assassiné par la police secrète soviétique, et puis après il va y avoir une espèce de paranoïa anti-juive qui va s'exprimer au plus haut de l'État chez Staline, et même des projets de mise à l'écart, voire d'extermination à grande échelle, qui ne pourront pas être mis en œuvre véritablement, même si Staline finit sa vie dans une campagne antisémite redoutable. On connaît l'histoire des blouses blanches, etc. Mais c'est une campagne qui va se répandre dans la propagande, dans la presse soviétique, jusqu'à la mort de Staline. Donc oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que son rapport aux Juifs est pour le moins variable et ambigu. Alors, on a beaucoup parlé de la manière dont Staline regardait Hitler, mais au bout de la guerre, donc qui est une guerre qui est remportée par les soviétiques, par un effort considérable de l'Union soviétique, je veux dire, donc de la population. Comment est-ce que du coup Hitler, lui, considère Staline, au bout de cette guerre, que son adversaire a remporté? Alors, au bout de cette guerre et jusqu'au dernier jour, il n'a pas de mots assez forts pour manifester son admiration pour Staline. À partir du moment où le cours du conflit s'inverse, à partir du moment où Staline reprend la main,
Donc Hitler Stalingrad, est quoi, en vraiment, gros. Enfin, je veux dire, en gros, c'est le point de bascule. Stalingrad, peut-être pas encore, je dirais plutôt que le point de bascule, le véritable point de bascule, le véritable moment où la contre-attaque soviétique va permettre d'arriver jusqu'à Berlin, c'est la bataille de Koursk. C'est vraiment là le tournant de la guerre. Stalingrad est un tournant évidemment, mais plus symbolique que militaire en réalité. Koursk va vraiment laminer ce qui reste de l'armée allemande, de ses chars, de son aviation. Et c'est vraiment à partir de là que la reconquête va pouvoir être entreprise par Staline. Et c'est à partir de là que Hitler va regarder d'un autre œil Staline et le considérer comme voilà, le plus grand homme d'État, au point de dire, 2 jours avant que Hitler se donne la mort, que s'il lui avait été donné de vivre encore un peu, il aurait voulu être l'égal de Staline. C'est pas rien de la part d'Hitler que de faire ce genre de déclaration. Et à ce moment-là, évidemment, les choses se sont complètement inversées et Staline cherche à tout prix à tuer Hitler et à ramener le trophée de son cadavre à Moscou. Michael Prazan, merci beaucoup. Je rappelle que votre documentaire est diffusé le lundi 9 mai sur France 3. Merci à très bientôt pour une émission sur Academ.